Après avoir discuté du phénomène sociologique de l'inégalité, la distinction entre les riches et les pauvres dans nos sociétés, abordons désormais le concept de classe sociale. Alors, héritier de la théorie marxiste qui l'a explicité le mieux, on va revenir sur ce concept-là, on va essayer de le comprendre à partir d'un certain nombre d'approches. Donc, on va définir le concept, on va voir un peu son utilité, on verra quelle distinction on peut faire entre classe sociale et hiérarchie sociale, et on reviendra sur la théorie qui explique l'apparition, l'origine historique des classes sociales et son lien avec l'accumulation du capital. Un des éléments clés de cette structuration du concept de classe, c'est la notion de plus-value. Donc comment faire pour s'enrichir et finalement s'accaparer de la richesse à partir du travail des autres. Et ensuite on se posera la question s'il est possible de changer de classe sociale ou si on est pris avec le concept une fois qu'on vit à l'intérieur de cela. Alors, à quoi nous sert le concept de classe sociale? En fait, le concept de classe sociale a été développé pour essayer d'expliquer un phénomène. Donc, comme tout concept en sociologie ou en sciences sociales, l'utilité d'un concept, c'est de passer de la constatation d'un phénomène à son explication. Donc, le concept de classe sociale a pour finalité d'expliquer le phénomène social de l'inégalité entre les individus à l'intérieur de la société. La théorie qui l'a le mieux définie, c'est la théorie marxiste, et donc on va expliquer le concept de classe sociale à la lumière de cette théorie-là avec ses différents éléments d'analyse. Et puis on aurait pu faire la discussion, c'est sûr que là c'est plus difficile avec une vidéo, mais on aurait pu discuter pour voir un peu quels exemples vous pourriez donner de classe sociale, et aussi s'il y a d'autres théories qui peuvent expliquer les inégalités sociales. Alors on en a parlé un petit peu dans le dernier cours sur l'inégalité sociale, mais on peut avoir deux approches de l'inégalité. C'est un phénomène social ou c'est un phénomène individuel. Donc on a la responsabilité de la situation qu'on vit ou non, ou alors c'est une conséquence sociale. Mais en termes de classe, il aurait été intéressant de discuter autour de ça. On essaiera de le faire à partir du cours virtuel. Donc gardez ça en tête, me donner un peu des exemples de ce que vous comprenez comme être une classe sociale à l'intérieur de notre société québécoise aujourd'hui. Mais pour cheminer tranquillement vers la définition et pour essayer de comprendre un peu la notion, on peut faire deux parallèles assez importants qui permettront de bien comprendre la notion de classe sociale. C'est la société féodale et la société esclavagiste. Donc la société féodale, c'est la caricature que vous voyez sur la droite, sur la diapositive, la personne courbée, donc, qui est un paysan, et qui porte sur son dos la noblesse et le clergé, donc l'aristocratie et les représentants de l'Église. Donc il les porte sur son dos, ça veut dire qu'il les fait vivre à partir de son propre travail. Donc le travailleur porte sur son dos les élites de la société. Donc il y a cette idée-là, c'est que les gens ont des statuts bien particuliers dans la société en fonction de la place qu'ils occupent dans la société. Ils ont un rôle, mais en même temps, le rôle des uns est lié au rôle des autres. Donc c'est un peu cette dynamique-là du dominant et du dominé. C'est un peu la même logique avec la société esclavagiste, où là, en fonction finalement, alors on aurait pu le doubler avec une théorie raciale, mais disons que la société esclavagiste fait qu'il y a des maîtres et des esclaves, donc des gens qui, par leur nature même, leur statut, sont au service des autres et sont même pas considérés comme des êtres humains. On peut en faire le commerce comme on ferait du commerce de chaussures ou de boîtes de conserve. On peut faire de la traite humaine, la traite des esclaves, parce qu'ils sont considérés non pas comme des humains, mais comme des biens possiblement échangeables. Donc cette vision-là, c'est que gardez en tête cette idée-là qu'en fonction du statut qu'on occupe dans la société, on a plus ou moins de droits et on est plus ou moins soumis aux aléas de la volonté d'une autre personne jugée supérieure à soi. Mais les exemples que je viens de donner, les différences ne sont pas encore suffisamment claires, et pour bien comprendre la notion de classe sociale, il faut la distinguer de celle de hiérarchie sociale.
Donc une hiérarchie sociale est un, vous avez les définitions, c'est un classement qui ordonne les individus d'un groupe ou d'une société sur une échelle de valeurs. Donc c'est lié au statut, à la valeur qu'on va leur accorder. Certains étant jugés supérieurs et d'autres inférieurs. Donc c'est ce qu'on voyait dans la société esclavagiste ou dans la société féodale. Des gens avaient des situations ou des positions supérieures dans la société parce qu'ils étaient jugés, ils étaient évalués, on leur attribuait une valeur supérieure. Donc là, on est dans une logique de hiérarchie sociale. Toute hiérarchie n'amène pas véritablement nécessairement une classe sociale ou des classes sociales. Pour qu'il y ait des classes sociales, il faut qu'il y ait certes hiérarchie, mais il faut qu'on lui ajoute un élément supplémentaire, c'est qu'il faut qu'il y ait un rapport de production qui s'établisse entre les gens qui sont sous un rapport de domination. Donc la classe sociale, c'est un groupe, la définition qu'on peut en donner, un groupe d'êtres humains qui se distinguent par la place qu'ils occupent dans le processus de production, c'est-à-dire par le fait d'avoir accès ou non à la propriété des moyens de production. Et donc, il y a donc une relation économique qui est fondamentale pour déterminer la relation de classe, et ce n'est pas simplement une relation de domination de l'un sur l'autre comme il pourrait y avoir dans une situation de hiérarchie. Certes, il y a hiérarchie, mais cette hiérarchie a pour finalité de produire, donc de soumettre le travail de l'un à la volonté de l'autre. Donc il y a ce rapport économique qui est central et qui se rajoute à la dimension domination pour expliquer le concept de classe sociale. Prenons l'exemple de la société féodale pour expliquer un peu cette relation-là, ce mélange de hiérarchie et de rapport économique pour expliquer la classe sociale. Dans la société féodale, on avait trois catégories de personnes, de gens qui se distinguaient par le statut, mais aussi par la place qu'ils occupaient dans le processus de production. À la base de la société, le groupe extrêmement majoritaire, c'était les paysans que vous voyez sur cette image-là, la personne avec la faux en arrière de lui. Le paysan, lui, eh bien, il travaillait pour finalement nourrir les autres catégories sociales qui le dominaient. Donc lui, c'était celui qui travaillait, dans le fond, qui produisait les éléments de subsistance pour les autres catégories sociales. Au-dessus de lui, ben, il y avait les deux autres ordres, comme on les appelait, il y avait trois ordres, la, la noblesse et le clergé. Donc au-dessus de notre triangle, vous voyez le prêtre, lui, eh bien, il était nourri par le travail du paysan, et en même temps, il était protégé par le chevalier, par l'aristocratie, et puis son rôle, ben, c'était de finalement assurer le repos des âmes, ou en tout cas de contrôler un petit peu l'ordre social par, c'était le garant des valeurs d'une certaine manière. Et puis il y avait l'ordre des chevaliers ou des combattants qui, eux, avaient pour finalité d'assurer la protection du territoire et aussi d'assurer la protection des prêtres et finalement des paysans contre d'autres seigneurs qui pourraient les envahir. Donc chacun avait une place bien particulière, mais c'est sûr qu'à la base de tout ça, celui qui faisait manger tout le monde était le paysan, qui était finalement aussi la propriété des seigneurs et qui devait payer aussi des impôts pour les prêtres. Donc c'est une société hiérarchisée, mais fondée sur le travail. À la base, il y a le travail des uns qui permet finalement la domination des autres, sachant que chacun avait une relation bien, une tâche ou une fonction bien particulière dans cette société très segmentée. Donc, si on veut encore l'expliquer encore plus simplement, on peut considérer que dans le cas d'une hiérarchie sociale ou d'une classe sociale, il y a des rapports sociaux qui sont différents. Rapports sociaux veut dire des relations qui vont s'établir entre les différentes catégories de personnes dans la société. Donc, dans une société qui fonctionne à la hiérarchie sociale, ça suppose un rapport de domination fondé sur le statut social, donc le prêtre, le seigneur, le paysan, et chacun domine l'autre en fonction du statut qu'il occupe dans la société, alors que la classe sociale suppose, elle, un rapport d'exploitation, car le groupe inférieur se fait déposséder du fruit de son travail par le groupe qui va lui être supérieur. Donc l'élément fondamental, c'est pas le statut, mais c'est la dépossession du travail. C'est ça qui explique la notion de classe sociale. Alors c'est sûr,
On peut combiner les deux dans certaines sociétés, comme dans la société féodale dont je parlais tout à l'heure. Il y a un rapport de domination, mais qui se double d'un rapport d'exploitation, et c'est là qu'on peut parler finalement de classe sociale pour catégoriser ces différents groupes qui ont des intérêts totalement divergents et même opposés. Alors c'est ce double rapport finalement d'exploitation et de domination qui a d'ailleurs fait dire à Marx que le moteur essentiel de l'histoire c'était la lutte des classes, parce que justement ces catégories sociales ont des intérêts complètement opposés. Parce qu'une catégorie vit au détriment de l'autre, et donc la catégorie dominée, exploitée, ne peut juste se libérer de cette exploitation qu'en confrontant, en luttant contre la classe des dominants. Donc il n'y a pas de compromis possible dans cette vision des choses, il y a juste une lutte émancipatrice qui peut être menée. Donc c'est un peu les slogans qu'on voit à chaque fois qu'il y avait l'essor du mouvement ouvrier à partir du milieu du 19e siècle. Il faut se libérer par la confrontation, par la grève. Donc le patron a besoin de toi, mais toi tu n'as pas besoin de lui. Mais pour prendre conscience de ça, eh bien, tu peux produire sans te faire voler le fruit de ton travail, mais ça demande une lutte. Et c'était aussi si on peut faire en parallèle, suite à la crise économique, la dernière, la grosse crise de 2008-2009, qui a vu la naissance, l'émergence du mouvement des indignés. Ce mouvement des indignés, où le mouvement Anonymous se construisait sur cette logique-là. Euh, il y a le 1% qui domine, il y a le 99% qui est dominé et qui subit, qui se fait voler le fruit de leur travail par les grandes banques, par exemple, c'était le slogan. Et donc, il fallait se rebeller contre cette forme d'exploitation. Donc, c'est toujours une vision antagoniste, opposée. Il n'y a pas de compromis possible. La seule issue doit passer par la lutte d'une classe sur l'autre pour se libérer, parce que sinon, la classe dominante va jamais accepter de laisser partir ses privilèges comme ça, de manière pacifique. Il va falloir lutter pour obtenir sa libération. Alors, d'où viennent les classes sociales? Est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que c'est un phénomène récent? La théorie marxiste, Marx lui-même et tous les penseurs de ce courant-là ont fait beaucoup d'analyses historiques pour remonter aux origines des classes sociales. Et en fait, l'observation qui est faite, c'est que si la hiérarchie sociale est universelle et existe depuis pratiquement toujours, il y a toujours eu des différences de statut qui expliquaient ou qui légitimaient une certaine forme de domination de certaines parties de la population sur d'autres. Par contre, les classes sociales, elles, ne sont pas universelles et on n'en retrouve pas, c'est pas le fruit de l'histoire de l'humanité, c'est pas une constante. En fait, on considère que la notion de classe sociale émerge à partir du moment où il y a une forme de sédentarisation des sociétés. Dans les sociétés nomades, il y avait moins, en fait, il n'y avait pas véritablement de classe sociale, puisque c'était beaucoup plus difficile d'accumuler du capital. En fait, l'élément fondamental, c'est la possibilité de pouvoir produire un surplus de travail qui va être accaparé par les dominants. C'est-à-dire qu'on va travailler et une partie du travail qu'on va produire va être pris par le dominant, mais il va nous en laisser une certaine partie pour qu'on puisse survivre et continuer à fonctionner. Donc pour ça, ça suppose de surproduire, c'est-à-dire produire au-delà de ce dont on a besoin pour survivre nous personnellement. Et les peuples nomades fonctionnaient plutôt à la limite de leur... ils satisfaisaient leurs besoins essentiels et après ils arrêtaient de travailler, ils faisaient autre chose. Donc les classes sociales vont apparaître à partir du moment où les sociétés peuvent commencer à accumuler de la richesse, c'est-à-dire produire plus que ce qu'on a besoin pour satisfaire ses besoins de base. Donc c'est pour ça que, selon la théorie marxiste, la notion de classe sociale se développe nécessairement avec le développement du capitalisme, c'est-à-dire cette logique économique qui vise à capitaliser, accumuler de la richesse et qui peut être partagée ou accaparée par un groupe plus dominant dans la société. Donc on comprend qu'il ne peut y avoir de classe sociale que dans des sociétés où le capital s'accumule, mais on pourrait se poser la question d'où provient le capital, à partir de quand on arrive à accumuler ce capital et donc créer des sociétés de classe.
la question revient à un peu ce que je posais dans le cours sur les inégalités. Est-ce que c'est une question de mérite individuel? C'est-à-dire j'ai du capital parce que je le mérite, parce que j'ai bien travaillé ou j'ai fait les bons choix au bon moment, j'ai investi au bon moment, j'ai eu du flair, j'ai eu une innovation technologique, j'ai inventé la bonne chose quand il fallait. Ou alors c'est le fruit d'une plus longue histoire d'exploitation. Alors, ce qu'on remarque et dans les analyses historiques qui sont faites, oui, bon, il peut y avoir des gens qui inventent des choses, mais pour que ça produise une richesse et pour que ça puisse se transmettre, surtout d'une génération à l'autre, et que le capital devient euh, quelque chose d'accaparé à long terme et transmissible, historiquement, on observe 5 mécanismes qui ont permis ce qu'on appelle l'accumulation primitive du capital. La première accumulation qui fait qu'on crée de la richesse et qu'ensuite on fait juste la faire fructifier. Les 5 mécanismes qu'on observe sont l'échange inégal, c'est-à-dire les relations commerciales asymétriques qui vont s'établir entre certaines métropoles ou certains commerçants dans certains pays et d'autres pays. C'est le rapport à la colonie. C'est un peu l'histoire de la fondation du Canada d'ailleurs. Parce qu'on avait la Nouvelle-France, on avait une forme d'échange inégal qui s'était établie. Le Canada était une colonie française au début, ensuite britannique, où finalement on exploitait des ressources naturelles et qu'on renvoyait en métropole, et la métropole, elle, nous renvoyait des produits manufacturés plus chers, euh, qui faisait qu'on pouvait juste exporter les ressources là-bas. Donc les richesses sortaient du pays et faisaient fructifier une élite qui était ailleurs et pas dans le pays. C'est le principe un peu de la colonie. Dans le rapport entre la métropole et la colonie, il y a toujours un échange inégal qui va se faire. La richesse est accaparée ailleurs. Donc on produisait du bois, on produisait du castor, on produisait tout ce qu'on voulait, de la fourrure et tout ça, mais pour être exporté et transformé ailleurs. Donc la valeur ajoutée qu'on amenait au produit ne se faisait pas ici sur place, mais ailleurs. Un échange inégal qui faisait que ceux qui étaient à l'origine de cette relation commerciale, et notamment les armateurs de bateaux qui pouvaient transporter les marchandises sur les mers, c'est eux qui faisaient de l'argent, pas les bûcherons ou les trappeurs qui vivaient au Canada. Deuxième élément, un peu plus violent, c'est le pillage armé, les razzias faits sur les continents. Hein, c'est un vieux terme, razzia, c'est le fait d'arriver quelque part et de piller finalement l'ensemble des richesses qui sont là pour se les accaparer. C'est carrément du vol et ça a pu aussi fonder de grandes richesses. La plupart des pays occidentaux se sont construits en pillant d'autres pays dans l'histoire de l'esclavage. Donc l'esclavage, troisième élément, euh, cette fois-ci, donc le pillage armé était lié à la colonisation. La colonisation faisait qu'on pillait les ressources. On pouvait aussi piller les humains qui vivaient dans ces pays-là, l'esclavage. Donc, c'est-à-dire, c'est du commerce d'être humain. On vend carrément la force de travail. Dans le cas d'un esclave, c'est encore mieux, puisque dans le fond, on ne le paye même pas. Donc c'était un peu la logique qui était mise en œuvre. On pouvait faire de l'argent en vendant des humains. Alors ça se retrouve encore aujourd'hui, cette problématique-là. Il y a beaucoup moins d'esclaves, mais il y a des esclaves sexuels. On pourrait parler de la prostitution comme une forme de commerce d'êtres humains. Et donc on est toujours un petit peu dans cette logique-là. La quatrième, c'est l'exploitation intensive de la main-d'œuvre. Dans le fond, on ne va pas piller des ressources, on ne va pas mettre en place un mécanisme commercial qui profite à ceux qui contrôlent les chaînes d'alimentation, et on ne va pas vendre des humains, mais on va essayer de payer de moins en moins sa main-d'œuvre, donc de la faire travailler toujours plus en la payant de toujours moins. Et c'est la logique de la révolution industrielle, hein. C'est ce qu'on a vu à partir du 18-19e siècle en Europe, se développer des grandes usines dans lesquelles on faisait travailler beaucoup de gens sans véritablement les payer. Et plus on les exploitait, plus on les faisait travailler fort, on les faisait produire beaucoup en les payant moins, plus on créait de la richesse sur leur dos d'une certaine manière. Donc c'est une façon d'exploiter, de créer encore de la richesse. Le cinquième élément, bah, c'est une forme d'impérialisme qui peut un peu rassembler tous les autres éléments précédents, mais là c'est carrément l'idée qu'un pays va partir à la conquête du monde et donc mettre tous les autres pays ou tous les autres peuples à son service et donc les piller au maximum. Donc ça passe par la guerre et ça passe par l'accaparement rapace un peu des ressources et des capitaux étrangers. Donc on voit
euh, toutes sortes d'éléments un petit peu traumatisants, mais qui sont souvent à l'origine de grandes finalement accumulations du capital. Une fois que on a accumulé beaucoup d'argent à partir de ces mécanismes-là, on va avoir tendance à se civiliser et à vouloir adopter des chartes de droit pour rendre les choses plus correctes et signer des contrats, mais à la base, il y a eu un accaparement peut-être brutal de cette richesse-là. Alors ça peut paraître un peu terrible comme analyse, ce que je viens de vous raconter sur l'origine du capital et de son accumulation, mais en fait c'est une lecture de l'histoire en termes de lutte de classe. Et on peut toujours se poser la question, justement, aujourd'hui, là, que sont devenus les descendants des riches marchands et des esclavagistes, ou des pays qui ont eu des colonies, qui ont fait le commerce de de- des esclaves et qui ont été des pays impérialistes, hein, je pense aux puissances occidentales, et bon, bah, ils sont toujours un petit peu dominants dans le reste du monde, et la plupart des pays qui ont été des pays colonisateurs sont encore les premières puissances économiques mondiales. Euh, on peut se poser la question inverse, que sont devenus les descendants d'esclaves et les peuples conquis? On pense aux autochtones d'Amérique latine, on pense aux peuples africains, on pense à certaines populations en Asie. Ben, ils vivent toujours dans des situations difficiles. Donc, c'est un héritage aussi. Cette histoire-là, ces 500 ans de colonisation et de développement du capitalisme moderne ont laissé quand même encore des traces et peuvent expliquer aussi certaines formes d'inégalité entre pays, entre peuples. Donc, la logique de l'accumulation, une fois qu'il y a eu cette forme d'accumulation primitive, un peu rapace et même illégale ou violente, on est dans une logique où l'argent attire l'argent. Vous avez de l'argent, ben, vous allez pouvoir l'investir. Donc souvent, les premières richesses se font de manière commerciale, justement. On vend quelque chose, on vend une ressource, que ce soit où on fait du commerce des esclaves ou du commerce de je ne sais pas trop quoi. Une fois qu'on a accumulé assez d'argent en vendant des choses de manière donc du commerce, là on a de la richesse, là on passe à une forme d'industrie, c'est-à-dire qu'on va investir dans des machines. Donc on ne fait plus simplement échanger des choses qu'on achète ailleurs et qu'on revend, qu'on achète quelque part et qu'on revend ailleurs. On se met à produire, donc investir dans la production. Et la troisième étape supérieure d'accumulation du capital, c'est plus tant de produire, parce qu'il y a toujours même un risque à produire, hein, si on produit trop, si on produit quelque chose qui ne se vend plus. Le troisième étape d'accumulation et qui rend la chose encore plus euh, sécuritaire pour ceux qui ont de l'argent, c'est le capitalisme financier, c'est-à-dire que là, on ouvre des banques, dans le fond, on fait juste investir, prêter de l'argent à ceux qui veulent faire de l'industrie, à ceux qui veulent faire du commerce et en leur prêtant à intérêt. Donc là, on ne prend plus le risque est reporté sur le producteur, celui qui veut investir, c'est que celui qui veut partir sa business. Et donc, c'est la troisième étape d'accumulation du capital. Et souvent, on voit que les grandes fortunes se sont construites en passant d'un stade à un autre. Capitalisme commercial, ça a commencé dans le commerce, puis ensuite dans l'industrie, puis maintenant dans la finance. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Par quel mécanisme une personne peut s'accaparer le fruit du travail d'une autre personne? Eh bien, c'est par la notion de plus-value. Alors, qu'est-ce que la plus-value? C'est considéré comme le fondement du capitalisme parce que c'est ça que les patrons vont accaparer de la part du travailleur, ils vont accaparer la plus-value. Alors, comment on remarque ça? Alors, c'est sûr qu'on voit qu'il y a peu de millionnaires parmi les travailleurs, mais beaucoup de millionnaires parmi les patrons. Ah, pourquoi? Ben, parce que justement, les travailleurs produisent cette richesse-là, mais cette plus-value, cette valeur supérieure qu'ils ajoutent au fruit de leur travail, c'est cette plus-value qui va être accaparée, qui va faire la richesse des patrons. Donc la plus-value, c'est la différence entre la valeur de vente des biens et le salaire payé au travailleur qui a produit ce bien. Donc si vous, par exemple, vous travaillez, vous êtes un artisan, comme on dit, c'est-à-dire vous travaillez chez vous pour produire quelque chose, vous faites un jardin, vous produisez vous-même vos tomates, ben, vous avez produit votre tomate, vous mangez votre tomate, vous êtes content. Si il n'y a pas véritablement de plus-value, vous êtes autonome.
Si par contre vous travaillez et que vous êtes payé euh, pour exploiter cette tomate-là, puis qu'ensuite cette tomate est vendue, mais qu'il y a une autre personne qui peut vivre du fruit de la vente de ce que vous avez produit, ben c'est qu'il a fallu que ce produit-là ait été vendu plus cher que ce que vous avez reçu comme argent du travail que vous avez fourni pour produire ce bien-là. C'est ça la plus-value. Sinon, il ne pourrait pas avoir de part ou de richesse. Donc il faut toujours vendre plus cher que ce qu'on paye pour pouvoir effectuer cette plus-value. Donc vous regardez, c'est assez fictif, hein, les pourcentages sont pas ça dépend de ce qu'on produit, mais vous pouvez voir par exemple dans la valeur d'un bien que vous achetez, il y a une partie du bien qui permet de rémunérer le salaire de la personne qui travaille pour produire ce bien-là, donc disons 40%. Il y a un 10% qui sert à payer la matière première pour produire cette chose-là, un 30% qui va aux machines, puisqu'il faut transformer la matière. Hein, pour produire un bien, il faut de la matière première, transformée par une machine et par le travail humain, et pour aboutir à quelque chose. Mais il y a un 20% qui est le profit, c'est ça la plus-value, qui elle-même, donc dans ce cas-là, le bien va être vendu 20% au-dessus de ce qu'il a coûté à produire. Et ce 20%-là va être accaparé par le patron qui, lui, n'aura pas travaillé véritablement pour faire produire cette chose-là, mais il aura juste fait travailler quelqu'un d'autre et il prend une cote sur ça. C'est ça la plus-value. Donc à chaque fois, dans tout le processus de production, à chaque fois, il y a une plus-value qui est créée, qui est accaparée par les patrons et qui fait que ça permet d'entretenir cette catégorie-là. Et c'est pour ça que, selon Marx, cette catégorie de patrons vivait de l'accaparement du fruit du travail des travailleurs qui se faisaient déposséder d'une des parties d'une richesse, de ce qu'ils avaient produit, pour faire vivre cette catégorie qui vivait à leurs dépens. Mais alors pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi le travailleur accepte de se laisser déposséder d'une partie du fruit de son travail et donc de laisser la plus-value ou le profit se faire accaparer par le patron? Eh bien tout simplement parce que le travailleur n'est pas propriétaire des moyens de production. C'est-à-dire que ce qui fonde le pouvoir des patrons, de ce que Marx va appeler la bourgeoisie, c'est le fait qu'ils sont propriétaires des moyens de production, des machines, des matières premières, des réseaux de commercialisation du produit, des sources d'approvisionnement. C'est eux qui détiennent ça c'est leur titre de propriété. Donc ils sont propriétaires de ces éléments-là qui sont fondamentaux pour la production. Le travailleur, lui, il possède juste sa force de travail, il possède juste ses bras, d'une certaine manière, et il loue ses bras aux propriétaires des machines, des usines, pour pouvoir survivre, dans le fond. Et comment? Ben, il les loue contre un salaire. Donc, il va travailler dans une infrastructure qui n'est pas la sienne, qui est celle de la propriété du patron, qui lui va lui verser un salaire, mais qui va être inférieur à la valeur réelle du travail qu'il a fourni, mais qui va être nécessaire pour payer les machines et payer finalement aussi le patron pour qu'il puisse vivre du travail de l'autre. Donc c'est cet élément fondamental dans le fond qui légitime ce rapport d'exploitation, c'est une inégalité par rapport à la propriété. Les travailleurs ne sont pas propriétaires et les patrons, eux, sont propriétaires des moyens de production et c'est ça qui légitime leur pouvoir et qui légitime le fait d'accaparer une partie de la richesse produite par les travailleurs. Donc, on a compris un petit peu le concept de classe sociale, on a compris comment le concept naît de ce principe au fondement du capitalisme qui est de produire du surtravail et que le fruit de ce surtravail, cette plus-value, soit accaparé par les propriétaires des moyens de production. Alors on pourrait se demander comment ça se fait ensuite que ça se multiplie, comment ça continue. Eh bien, ça continue avec la logique du marché et la logique du profit, qui sont des éléments fondamentaux du développement du capitalisme. Donc, c'est quoi le marché? Ben, le marché, c'est le lieu où se rencontrent l'offre et la demande. Hein. Le marché libre, c'est un marché
aussi qui est soumis à l'univers de la concurrence. Donc dans cet univers de concurrence, il faut sans cesse innover, trouver sa place, investir, sinon eh bien, on se fait doubler par des concurrents, on perd des parts de marché, puis on fait faillite. Hein. Pensons à Bombardier, par exemple, au Québec. Donc, comment faire la logique de concurrence? Donc, il faut toujours partir à la conquête des marchés ou conserver ses parts de marché. Et pour faire ça, ben, il faut toujours avoir augmenté ses profits pour pouvoir à chaque fois réinvestir pour être concurrentiel, innover dans un monde en profonde transformation et où il y a toujours des concurrents qui essaient de nous prendre notre place. Donc pour augmenter les profits, eh bien, il faut augmenter ce surtravail. Il faut générer à partir du travail toujours plus d'argent pour pouvoir demeurer compétitif. Et comment on fait pour augmenter les profits? Ben, il n'y a pas 500 solutions, il y en a deux. Soit il faut payer moins, donc réduire ses coûts de production, et ça passe souvent par le salaire, donc essayer de payer le moins possible ses employés, soit augmenter ses ventes pour finalement vendre toujours plus, pour gagner encore plus d'argent. Donc pour augmenter ses ventes, eh bien, il faut produire plus, donc là il y a une impasse écologique, et sinon il faut payer moins, ben là il y a une impasse sociale. Donc c'est un peu les limites de ces systèmes-là. Ça fonctionne toujours à cette logique du marché, cette logique du profit fait qu'elle alimente la chaîne de l'exploitation. Et c'est pour ça on pourra dire que justement le phénomène de mondialisation a accru la production de richesse, a donné des opportunités d'investissement. Mais pourquoi? Parce que justement il y avait la possibilité de payer toujours moins de gens ailleurs. Donc si par exemple les gens ici veulent plus travailler au salaire minimum, ou si le salaire minimum est trop élevé au Canada, eh bien, il suffit de délocaliser l'usine en Chine, aux Philippines, au Bangladesh ou en Afrique de l'Est pour trouver toujours des gens qui vont accepter de travailler pour un salaire encore moindre. Donc il y a cette forme de concurrence entre les travailleurs à travers le monde qui fait que le capitaliste va toujours trouver quelqu'un qui acceptera de travailler pour moins cher que toi et donc ça fait une pression à la baisse sur les salaires parce que ça se fait pas par mauvaise foi, mais disons que l'entrepreneur il cherche lui à survivre dans un monde concurrentiel, donc entre guillemets il n'a pas le choix d'aller chercher les meilleures opportunités, donc de payer le moins cher possible les gens pour accroître sa marge de profit. C'est la logique un peu implacable. Donc, quelles sont les méthodes possibles que le capitaliste ou l'entrepreneur a pour augmenter ses profits? On peut en voir plusieurs. La première, c'est de réduire les dépenses, notamment les dépenses en salaire. C'est ça qui coûte toujours le plus cher, donc c'est là où il faut couper. Donc, on baisse les salaires, on réduit le nombre d'employés, on fait appel à de la sous-traitance, à des consultants, donc toutes sortes d'éléments pour que le coût de production, notamment en salaire ou en ressources pour faire fonctionner ces ressources humaines, soit le moins élevé possible. Le deuxième élément, c'est d'augmenter le temps de travail, et donc on fait travailler plus les gens pour qu'ils produisent plus, hein, c'est l'augmentation de la production donc allègement de la durée du travail ou la multiplication des temps partiels. Si tu as 3, 4, 5 temps partiels, tu vas réussir à produire plus qu'une personne à temps plein qui à un moment donné se fatigue. Le troisième élément, c'est l'intensification des rythmes de travail. Vous faire toujours travailler plus, c'est le principe des heures supplémentaires, c'est le principe de la récompense au bon employé qui a produit plus, l'employé du mois, des primes au rendement, non-renouvellement des postes pour justement essayer d'accroître quand les gens partent, par exemple à la retraite, en congé maternité, peu importe, ils sont plus là, ben, on répartit la charge de travail, on réembauche pas quelqu'un parce que ça fait des coûts supplémentaires, mais on répartit la charge de travail sur un plus petit nombre d'employés. Quatrième élément, la modernisation de la production, c'est toute la mécanisation, la machinisation. Maintenant, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'idée, c'est de remplacer le travail humain par du travail mécanique, par le travail des machines. C'est super des machines, ça ne revendique jamais d'augmentation de salaire et ça travaille 24 heures sur 24 sans se plaindre. Et le dernier élément, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en expliquant par la bande le phénomène de mondialisation, c'est la délocalisation des lieux de production. Les usines, eh bien, plutôt que de les avoir dans des pays où il y a justement une classe moyenne ou des gens qui sont payés ou qui demandent certaines conditions de travail qui coûtent plus d'argent, ben c'est de délocaliser ça à des endroits où il y a une main-d'œuvre
meilleur marché, plus docile, sans normes de sécurité, sans santé et sécurité au travail ou normes sanitaires, et donc qui vont permettre de faire travailler plus en payant moins et donc d'accroître les marges de profit. Donc on arrive au terme un peu de ce cours, de cette explication, de cette séance sur le concept de classe sociale. On a compris que c'était vraiment lié au processus de production. On a disséqué un petit peu le mécanisme en expliquant le principe de la plus-value qui est à la base des premières formes d'accumulation du capital, et on a vu comment le capital pouvait se transmettre. Là, le dernier élément de réflexion que j'aimerais vous amener, c'est bon, c'est un portrait un peu triste de la chose. On voit des classes qui se reproduisent par rapport à leur place dans le processus de production, puis on voit que seule logique pour sortir de là, c'est la lutte sociale. Donc est-ce que finalement les individus pris là-dedans peuvent se sortir de leurs conditions de classe, ou est-ce qu'on est complètement enfermé là-dedans? Et quand on aborde ce sujet-là, ben, en fait, on traite de l'idée de mobilité sociale. Est-ce qu'il y a on parle aussi d'ascenseur social. Est-ce qu'il y a manière, est-ce qu'il est possible dans nos sociétés de passer d'une classe à une autre? Est-ce qu'on vit dans une société de classe où il y a quand même des perméabilités, la frontière n'est pas complètement étanche, ou on est carrément dans une société de caste où là, la barrière est étanche, vous ne pouvez pas sortir, vous vivez dans un groupe, vous avez un statut et vous ne pouvez pas en sortir. Alors, il y a plusieurs éléments. L'idée d'une classe moyenne, le rêve, le projet d'une société, des sociétés occidentales à partir de la Deuxième Guerre mondiale, d'aller vers plus le développement de la classe moyenne, ben, c'était justement pour permettre une certaine euh, fluidité, mobilité sociale à travers les différentes barrières, et donc d'atténuer cet antagonisme, cette opposition entre les classes sociales. Bon, ce qu'on voit, ce qu'on observe depuis une quarantaine d'années, là, c'est cette érosion de la classe moyenne, et puis un retour à ce qu'on appelait avant le phénomène de la reproduction endogène des classes. Il y a la reproduction endogène des classes, c'est-à-dire que les classes se reproduisent à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est-à-dire que vous naissez dans une classe sociale, eh bien, vous allez vous marier avec une personne de la même classe parce que vous allez aller à la même école, vivre dans le même quartier, travailler aux mêmes endroits. Donc les gens d'une même classe sociale se reproduisent entre eux, que ce soit au niveau des classes favorisées que des classes défavorisées, parce que justement, il y a une forme d'apartheid social. Les gens vivent, s'éduquent, travaillent dans des lieux complètement séparés. À partir du moment où on favorise une plus grande mixité sociale, hein, c'est un terme qu'on utilise en sociologie urbaine, comment faire pour que les gens des classes sociales vivent dans les mêmes quartiers, ben, pour justement favoriser des rencontres et favoriser un peu plus de mélange. C'est quelque chose qui permet de favoriser la mobilité sociale. Et donc, ce qu'on observe, nous, dans nos sociétés, ben, c'est plus un repli des castes, des classes sociales, chacun de leur côté. Et c'est le fruit d'une plus grande privatisation de tous les services. Donc les riches iront dans tel type d'école, tel type d'hôpitaux, vivront dans tel type de quartier, iront dans tel type de restaurant, s'habilleront de telle manière. En tout cas, ça crée une espèce de bulle. L'image absolue de ça, c'est les gated communities, les quartiers fermés qu'on peut voir aux États-Unis, ou même dans les pays en développement, hein, où les ultra riches vivent complètement déconnectés du reste de la population. Bon, là, vous avez une image là d'une île paradisiaque là, achetée par un milliardaire, là, mais bon, voilà, c'est de se créer des espèces de bulles au sein desquelles les riches peuvent vivre entre eux dans leur monde absolu, alors est complètement étanche des autres. Donc on va vers cette logique-là, et c'est ça qui est un petit peu triste. Donc on voit un renforcement de, de- d'une société duale hiérarchisée en classe, et finalement d'une de moins en moins de mobilité sociale. Ça amène l'apparition de ce qu'on appelle l'hyperbourgeoisie, ou l'overclass en anglais, qui est vraiment cette catégorie de gens là complètement déconnectés des réalités, qui vivent dans les avions, qui ont des appartements ou des maisons partout, et puis qui sont toujours en train de bouger, puis qui voit maintenant une figure de ça, c'est Elon Musk, là, le patron de Tesla, là, qui essaie de coloniser Mars ou la Lune, ou je sais pas trop quoi, sachant qu'on ne pourra plus vivre sur Terre pour des raisons écologiques, et qui essaie de se créer une colonie ailleurs. Donc des gens qui pensent
à ça, là, qui sont un peu en dehors d'une certaine forme de solidarité sociale. Donc pour conclure, bah, c'est cette question-là, donc lisez ça, regardez un petit peu, on va en discuter pendant le cours virtuel, mais est-ce que vous avez le sentiment, on pourrait faire une discussion, de faire partie d'une classe sociale dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous travaillez pour un salaire? Est-ce que vous avez déjà rencontré le propriétaire de votre lieu de travail? Est-ce que vous êtes propriétaire? Bon, en tout cas, on verra un petit peu autour de ça, puis on va voir comment finalement, avec cette question-là, là, souhaitez-vous changer de classe sociale? Pensez-vous que c'est possible? Pour voir que finalement, cette idée de classe sociale et de chacun à sa place, et puis de légitimité de payer une plus-value, d'être payé pour un salaire moindre que la richesse qu'on produit, voir comment ça s'enracine dans les esprits, et donc c'est ça qui permet la reproduction de cette société de classe. Donc on en discutera pendant le cours virtuel mardi après-midi.